Ils sont les seuls à nous informer de manière vérifiée au quotidien. Adeptes du terrain, ils n'hésitent pas à trouver l'angle éditorial précis pour en apprendre davantage sur le sujet. Mais qui sont vraiment ces journalistes? Comment perçoivent-ils l'actualité ou le sujet qu'ils couvrent? Et comment se positionnent-ils par rapport à l'information de plus en plus fréquente, on le sait, sur le web? Aujourd'hui, je propose à un journaliste de répondre aux questions plutôt que de les poser, tendre le micro à celles et ceux qui nous informent et qui nous divertissent chaque jour pour en apprendre davantage sur le monde qui nous entoure. Julien Ergaud est l'un d'entre eux, journaliste spécialisé dans le sport automobile de longue date et aujourd'hui attaché de presse et community manager chez Peter Auto. Bonjour Julien. Bonjour. Alors si tu veux bien, on va revenir aux origines, puisque tu es un passionné d'automobile depuis ton plus jeune âge. Elle te vient d'où un peu cette passion pour l'auto? Alors j'ai du mal à la dater précisément. Je me souviens avoir toujours joué aux petites voitures dès tout petit, donc j'ai du mal à savoir exactement à quel moment ça s'est joué. Ce que je sais juste, c'est que mon père n'était pas un immense passionné de course automobile, mais il regardait néanmoins les Grands Prix de Formule 1 et un peu l'actualité des courses à la télé. Et je me souviens être assez rapidement tombé sur des grands prix et au début pas forcément les regarder en entier, mais assez rapidement accroché à l'écran et regarder un peu ce qui se passait. Donc voilà, je peux pas vraiment dater un moment, mais ça s'est joué devant la télé dans tous les cas. Ouais. Et c'était donc plus dans le sport automobile? Oui, Ouais. je me souviens très bien des images du Dakar ou de Grand Prix de Formule 1 dans les années 80 ou des 24 heures du Mans. Donc c'était vraiment tout de suite la course. En revanche, pourquoi est-ce que ça m'a plu? Parce que mon père regardait un peu tous les sports, donc ça aurait pu aussi T'as bien été être baigné un peu football, dedans par ton père. oui, mais Ouais. ça aurait pu être un autre sport, Oui, bien aussi sûr. bien le football ou le cyclisme qu'il regardait aussi. Et c'est vraiment sur les voitures que j'ai accroché. Et comment tu as lié justement cette passion avec le métier de journaliste que tu as fait un peu plus tard? Alors, ça s'est fait très lentement, à vrai dire. Donc, dès ma passion étant apparue très jeune, j'ai tout de suite eu le rêve de travailler dans ce domaine-là. Donc, petit, j'avais tout de suite deux rêves. Le plan A, c'était de devenir pilote de course automobile. Ouais. Et le plan B, c'était d'être journaliste, donc en course automobile aussi. Le plan A, j'y ai cru assez longtemps, au moins jusqu'à 14 ans, je pense, mais jusqu'à me rendre compte que j'avais 14 ans, j'avais pas encore essayé un karting, ne serait-ce qu'un karting de location, et que j'étais bien trop en retard. C'était déjà, ma carrière était finie avant d'avoir commencé. Hein, donc, du coup, il me restait le plan B, qui n'était pas forcément mieux parti, parce que j'étais... alors, j'ai toujours eu de la sensibilité à l'écriture, parce que je lisais déjà à l'époque, des petits, je lisais les magazines que mon père achetait de voitures, donc j'aimais bien ça, j'étais assez sensible aux formulations, et pareil, quand je regardais Automoto à la télé ou des émissions, j'étais assez attentif, je me souviens même apprendre par cœur, enregistrer avec un micro le son de la télé pour l'écouter ensuite dans un Walkman le soir. Donc j'étais très sensible aux formulations des journalistes, la façon dont ils construisaient leurs phrases, tout ça. Le vocabulaire qui était de course automobile. Donc ça, j'ai eu cette sensibilité-là rapidement pour être journaliste. Petit, je faisais un magazine, en fait, je découpais un peu dans des magazines, des photos, puis j'écrivais des trucs. Mais rapidement, j'ai eu un obstacle majeur qui s'est formé. C'est autant mes phrases étaient bien construites, mais il y avait des fautes partout, quoi. C'était mon gros problème. Et c'était un problème majeur, parce que c'était pas quelques fautes, c'était vraiment colossal, quoi. Je faisais 3 ou 4 fautes par phrase, quoi. Donc, et c'était en tout genre, aussi bien des fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison. Donc je donnais dans tous les domaines. Et ça m'a poursuivi très longtemps. Donc du coup, j'ai pas pu faire d'études littéraires. Ce qui aurait été le cursus que j'aurais souhaité, hein, puisque c'était vraiment le journalisme qui m'attirait. Et ça passait forcément par un cursus littéraire. Donc, toujours j'ai inventé une option C finalement, en me disant que peut-être que le moyen de travailler dans le sport automobile, c'était d'aller dans le domaine du technique. Donc, j'ai fait des études de dessinateur industriel, donc des études purement mécaniques. D'accord.
Donc t'as vraiment pas fait de filière journalistique. Non, non, du coup, T'es du tout. vraiment J'ai appris à resté, dessiner des moteurs, des boîtes de vitesse et des choses comme ça. Donc, rien Tu à t'es voir. fait ta propre carrière avec ton petit magazine que t'avais fait étant enfant. Voilà, exactement. C'est Tu tout ce qui t'entraînais, restait de quoi. mes Ouais. espoirs. Honnêtement, à la fin de mes études ou au milieu de mes études, c'est tout ce qui restait de mes espoirs de journaliste. C'était Et ce aujourd'hui, quand tu magazine le regardes, que j'avais fait à ce 8. petit magazine, ça t'évoque quoi un peu? Alors, je ne pense pas l'avoir encore et Ouais. je pense que ça me ferait mal aux yeux. Au niveau du nombre de fautes Ouais, d'orthographe par c'est ça. Mais phrase. en fait, c'est triste parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, des passions et je pense que ça me ferait mal au cœur de voir un jeune qui a autant d'envie et le faire aussi mal parce qu'il n'y arrive Ouais. pas, quoi. Donc, je pense que j'aurais même pas envie de le voir et je pense que ça risquera de m'attrister sur Ouais, ouais. mon propre sort. Ton propre sort. Mais justement, ce rêve va un peu se réaliser parce qu'en 2006, tu arrives en tant que rédacteur en chef chez Endurance Series et tu administres un site d'actualité, tu rédiges Ouais. des articles. Justement, tu vas les rédiger en ligne, ces articles. Oui. Qu'est-ce qui fait pour toi la spécificité un peu du média en ligne? Alors, juste avant de te répondre, je veux Ouais. juste un tout petit peu reprendre le fil sur la suite. Donc, suite à mes études, donc, je visais toujours de travailler dans la course automobile, mais en ayant fait des études mécaniques. Et en fait, j'ai postulé immédiatement après mon BTS obtenu, j'ai postulé chez tous les constructeurs automobiles et j'ai pas réussi à trouver de travail dans ce domaine-là. Du coup, à ce moment-là, je m'étais vraiment rabattu vers un travail alimentaire, quoi. C'est-à-dire que je n'étais pas plus passionné que ça par la conception sur ordinateur. Ouais. Je le faisais correctement, mais c'était pas forcément un truc qui me passionnait. Donc j'avais accepté l'idée de faire ce métier-là toute ma vie. Et bon, c'est pas non plus un drame, hein. Tout le monde n'est pas Non, passionné non, par c'est son sûr. métier. Je le vivais très bien. Je faisais mes heures de travail. J'aimais malgré tout bien ce que je faisais et je le vivais comme ça. Et puis ma passion, je la vivais le week-end en allant sur des circuits, circuits. et en regardant des courses. Donc tout allait bien. Et la chance que j'ai eue, c'est justement grâce à ces sorties sur circuit. Le plus souvent, j'y allais seul et dans des conditions voilà, très modestes. Je Tu plantais ma prenais le tente. bus le matin, tu partais au Exactement, je plantais circuit. ma tente devant le circuit, on trouvait un coin de pelouse. Et comme ça, je me suis retrouvé avec un jour à Dijon en 2005, je me suis retrouvé avec d'autres personnes qui étaient un peu dans le même cas, passionnés, qui venaient sur le circuit et qui campaient. Et donc, on se réunissait le soir autour d'un feu, commenter C'est notre devenu un peu journée, le puis rendez-vous, partager, être moins seul, parce que moi, j'allais un peu seul sur les circuits, donc c'est toujours plaisant de rencontrer des gens. Et c'est parti comme ça, d'une soirée un peu arrosée, où les autres autour du feu disaient, mais on a... Alors, c'était au moment de vraiment de l'essor d'Internet, hein, 2005, c'est le Moyen-Âge, hein, encore au niveau d'Internet, donc il y avait... encore de la place, tout n'était pas pris. Il y avait quelques sites, il y avait des sites de Formule 1 qui étaient déjà très réputés, mais au final, dans ce qui m'intéressait le plus, moi, qui étaient les courses d'endurance type 24 heures du Mans, il n'y avait pas encore vraiment de site. Donc, en discutant comme ça, on se dit, mais tiens, on n'a qu'à le faire. Et voilà, un peu arrosé, on se dit, on va s'improviser journaliste. Alors que bon, à la base, il n'y en avait pas un autour du feu qui était plus journaliste que l'autre. On était tous des photographes un peu amateurs. On était tous passionnants, on avait tous une bonne culture, mais en soi, il n'y avait aucun journaliste. Finalement, c'était un peu sur un coup de tête que c'est voilà, parti exactement. là-dessus. Et puis là-dessus, donc on est resté avec cette idée-là, à laquelle je croyais moyennement. Mais bon, on est resté en contact, on s'est revus sur une autre course quelques semaines plus tard. Et par miracle, on refait une soirée autour d'un feu et il y a une autre quatrième gars qui vient se greffer là-dessus et qui est un développeur web. Donc, tout et ce du qu'il vous coup, la fallait boucle est bouclée. On a un développer. photographe, on a deux mecs qui se prétendent savoir écrire et un quatrième qui dit qu'il sait faire des sites. Donc on se dit, bah allez, on y va. Vous complétiez bien finalement. Et du coup, on a créé ce site entre nous, sans savoir trop où on allait. Et puis, on se déplaçait sur les courses par nos propres moyens, enfin, avec budget, en fait, notre budget loisir. Bien sûr. Et la chance, c'est d'avoir, comme c'était le début d'Internet et que les organisateurs avaient quand même un œil ouvert sur... bon, tout le monde se doutait bien que c'était un peu l'avenir. Et en même temps, il n'y avait pas trop de concurrence. On n'était pas 50 sites à postuler pour une accréditation. Du coup, on a tout de suite eu toutes les accréditations dont on
Vous êtes positionné au bon rêver. moment finalement, parce que c'est le moment où le web est un peu explosé Ouais, c'est aussi, ça. même dans ces domaines-là où c'était pas forcément répandu. Exactement. Et du coup, donc on s'est retrouvé tout de suite accrédité dès nos premières courses, à être en salle de presse avec nos petits ordinateurs portables et se dire, bah maintenant, On va faire des faut se cracher photos dans et les on mains. va. Donc maintenant, faut y aller. Qu'on n'a Ouais. jamais fait ça de notre vie, mais faut essayer de le faire. Donc descendre dans les paddocks, aller à la rencontre des pilotes, des managers, essayer de trouver des questions pertinentes. Après, quand on est passionné et qu'on a eu le nez dedans, je pense que cette partie-là du travail, tu me contrediras pas, je pense, elle vient assez facilement en fait. Bien sûr. Trouver des questions, quand on est passionné nous-mêmes, elles nous viennent toutes seules les questions. Donc c'est pas trop compliqué. Après, la difficulté, c'est plus... enfin moi, en ce qui me concernait, c'est que mes problèmes d'orthographe à ce moment-là n'étaient pas forcément résolus. Donc je me souviens d'avoir rédigé mon premier article, de publier assez content de moi, d'une interview, et ma copine de l'époque qui m'appelle 10 minutes après en me disant c'est super, mais il y a des fautes Il y a des fautes à toutes les phrases. donne-moi les codes d'accès que je te corrige ton truc. Donc là, j'étais conscient que il y avait un truc qui jouait, parce que d'un côté, il y avait une partie qui était inespérée pour moi. Moi, j'avais vraiment fait une croix là-dessus. D'un coup, je me retrouvais accrédité sur un circuit avec accès à tout le monde. Les pilotes qui te prennent au sérieux, parce qu'en fait, quand tu arrives avec une accréditation autour du cou, c'est une caution de l'organisateur qui te fait confiance. Oui, Donc le pilote, il cherche même pas à savoir si tu es quel média finalement, si tu es un bon ou pas, bon journaliste ou pas, il te répond. Donc du coup, d'un coup, je me retrouve à pouvoir parler à des gens qui m'auraient tout juste signé un autographe quelques semaines plus tôt, et qui d'un coup là répondaient à mes questions et m'accordaient le temps dont j'avais besoin. Donc là, je me dis, tu touches un truc des doigts, et si tu règles pas l'autre problème, ça va vite t'échapper, parce que ta crédibilité, l'organisateur te donne la chance de montrer ce que tu sais faire, mais maintenant, si tu fais pas tes preuves, il va aller lire ce que tu fais, et cette chance-là, il va pas te la donner très longtemps. Donc je savais qu'il fallait à tout prix trouver une solution. Donc dans un premier temps, ma solution, c'était de toute façon de faire relire à ma copine tout ce que j'écrivais avant de publier, même si, alors on va en parler après, mais dans le web, le temps compte beaucoup, et dans les échanges, il faut quand même que ça aille assez vite. Il ne faut pas passer trop de temps à faire des allers-retours sur les rédacteurs, parce que sinon on perd tout l'intérêt du web. Mais bon, c'était quand même la solution. Et puis moi, je me suis vraiment efforcé de faire un travail que, en fait, j'avais jamais fait probablement avant. C'est vraiment de relire et analyser chaque mot dans ta phrase pour savoir si tu l'as bien écrit ou pas. Et à force de faire ce travail-là, ça devient des automatismes. Et puis mon problème dans l'orthographe, c'est finalement que j'avais traîné pendant 25 ans, il s'est réglé en un an peut-être, pas plus. C'est là où tu t'es dit qu'un bon journaliste doit toujours relire ses papiers ou ses articles. Et du coup, alors c'est ça m'a donné vraiment des automatismes à ce niveau-là qui me quittent pas. C'est que je relis énormément. Je suis pas spécialement lent dans l'écriture. Je pense que j'écris à une vitesse normale. En revanche, je suis, par rapport à un journaliste que j'ai pu fréquenter, je sais que je suis un peu plus lent qu'eux, parce que je passe beaucoup plus de temps en lecture qu'un journaliste normal. Mais en même temps, bon là je m'égare un petit peu, mais j'ai vu beaucoup de journalistes qui m'ont beaucoup déçu par le nombre de fautes qu'ils avaient dans leurs papiers, parce qu'ils s'appuient... Des papiers qui étaient publiés Non, parce que eux, ils s'appuient sur une rédaction, ils savent qu'il y a des personnes qui vont relire derrière eux, qu'il y a une secrétaire de rédaction qui va relire et corriger leurs fautes, donc ils prennent même pas soin de se relire ne serait-ce qu'une seule fois. Et moi, du coup, j'avais un automatisme là-dessus, de me relire systématiquement. Et moi, quand j'envoie quelque chose à une secrétaire de rédaction, en tout cas, j'avais fait tout ce que je savais faire de mon côté pour éliminer les fautes. Il pouvait peut-être en rester... une ou deux, toujours. Mais en tout cas, j'avais fait de gros efforts là-dessus, et je me suis rendu compte que tout le monde ne fait pas toujours cet effort-là. Et moi, en tout cas, c'est un automatisme que j'ai et que je trouve bien, parce qu'à chaque relecture, on trouve toujours des petits trucs à modifier, à ranger. Et on arrive moi, je trouve à bien améliorer son texte, j'allais dire à magnifier, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas, on arrive à vraiment, des fois, en le relisant, on se dit, tiens, ça, on peut le formuler autrement, ou tiens, est-ce que cette phrase, elle sert vraiment à quelque chose. Et du coup, est-ce que tu as des étapes un peu dans ta rédaction ? Est-ce que tu fonces tête baissée, tu notes tout ce que tu as vu, tu couvres le sujet avec tout ce que tu as vu, et ensuite tu structures un peu ton article, ou alors, par rapport à l'histoire des notes, c'est assez intéressant. Au début, quand j'ai commencé, je sais pas trop aujourd'hui comment ça se répartit, mais vraiment dans les années, on va dire 2010, il y avait encore vraiment deux écoles.
Il y avait les journalistes qui prenaient des notes. Vraiment, ils avaient tout le temps un carnet ça avec un existe stylo, encore, ouais. ils ont tout le temps un carnet, un stylo sur eux. Ils ont appris à écrire en abrégé, donc ils savent écrire très très vite. Et quand ils échangent avec quelqu'un, ils prennent des notes en permanence. Et il y a d'autres journalistes qui sont de l'école anciennement dictaphone, et maintenant c'est les téléphones portables, où dès qu'on est en discussion avec quelqu'un, on a le réflexe d'enregistrer. Moi, j'étais plus de cette école-là. Même, j'ai jamais pris de notes, donc j'ai toujours enregistré. Même des fois, m'enregistrer moi-même à faire une note vocale après avoir observé une voiture ou un truc, à me dire, tiens, ça, faut pas que j'oublie à enregistrer. Donc, j'ai tout de suite, moi, j'ai ce réflexe-là tout de suite. Et après, donc ça, c'est la première phase, on va dire, dans le cas d'une interview, bien sûr. l'enregistrer, ou dans le cas d'une réflexion, s'enregistrer soi-même dans la voiture, des Ouais. fois, ou autre. Et après, bah, selon les sujets, si c'est une interview, il y a une partie retranscription où du coup tu réécoutes ton interview en entier. Dans un premier temps, je me contente de transcrire exactement ce qu'a dit la personne. Et après, la deuxième phase, c'est forcément déjà d'enlever les passages qui sont pas intéressants. Et sur une interview écrite, on peut se permettre de reformuler. Des fois, on se doute que la personne aurait voulu formuler autrement, mais qu'on a notre langage parlé et Bien pas sûr, toujours oui, aussi oui. bien que notre langage écrit. Donc, c'est aussi rendre service à l'interviewé que de reformuler sa phrase. Si on garde le sens de ce qu'il a dit, je pense qu'il ne viendra jamais se plaindre du fait qu'on ait amélioré sa formulation. Donc, il ne faut pas transformer ses propos ni sa façon de parler. Mais bon, il faut quand même arranger un petit... On ne peut pas non plus publier une interview telle qu'elle a été prononcée. Bien sûr. Ça demande un petit arrangement, mais une interview, normalement, il y a quand même peu de travail à faire. Le but, c'est de retranscrire le plus fidèlement possible. Et dans le but d'un article plus éditorial, ou que ce soit un compte-rendu de course ou une analyse technique d'une voiture ou des choses comme ça, là, il y a forcément après un travail de recherche à aller chercher dans des archives si on veut l'histoire du constructeur automobile. Si on veut des infos techniques, là, ça demande à soit avoir des archives personnelles, ce qui est toujours très bien. Un journaliste, il doit quand même accumuler... c'est un vrai problème, notamment quand on vit en région parisienne, mais on doit quand même essayer d'accumuler des informations, que ce soit des livres, des magazines, parce que ça sert toujours, quand on interview... ou quand on fait une recherche sur un pilote, une voiture... il faut avoir de la culture. Je pense que toi, ça t'aide d'avoir suivi un peu le sport automobile durant ton enfance pour... Exactement. Alors, on trouve de plus en plus de choses sur Internet. C'est vrai qu'il y a beaucoup même de magazines qui mettent leur article, leur ancien à disposition, qu'on peut acheter pour pas très cher ou autre. Mais il faut les deux, quoi. Il faut un peu d'enquête, d'investigation sur Internet. Et si on peut avoir des archives personnelles, ça permet d'étoffer après l'article et d'amener de la connaissance, quoi. Ouais. Et justement, tu vas accumuler un peu d'expérience dans ce domaine. Tu vas être rédacteur chez Le Mans Racing et pour l'ACO, Automobile Club de l'Ouest. Voilà. Et en 2015, coup de théâtre, tu vas lancer ton premier magazine écrit. Ouais. Est-ce que ça te trottait dans la tête depuis longtemps ? Oui, mais alors, donc on pourrait dire que ça me trottait depuis l'enfance, parce que j'avais déjà fait le magazine tout petit. Après, c'est quelque chose que j'avais complètement oublié pour les raisons que je t'ai racontées. Ça m'est pas venu tout de suite... à l'esprit grâce au site internet dont on a parlé, Endurance Series. Une fois que j'avais réglé mon problème de faute, que les articles étaient de mieux en mieux, je pense, ça a fini par aboutir à des contacts qui venaient de l'extérieur, des médias qui me demandaient si j'étais OK pour écrire un article. Au début, c'était un petit peu du dépannage, en me disant que notre journaliste va pas sur telle manche, est-ce que tu peux nous dépanner, etc. Et puis assez rapidement, je pense que mes articles étaient suffisamment convaincants pour qu'on m'en confie de plus en plus. Et là, moi, je suis arrivé vraiment à un point de bascule à ce moment-là qui était super important pour moi. C'est que jusqu'à ce moment-là, j'étais encore salarié dans mon travail de dessinateur industriel. Moi, ça restait du loisir, finalement. Ça restait encore un loisir. Il y a eu une période où c'était un loisir qui commençait à me rémunérer un petit peu, on va dire, en argent de poche supplémentaire, mais c'était en pigiste. C'était pas forcément pour en vivre. Exactement, c'était pas en faisant 10 week-ends de travail par an que j'allais gagner ma vie. Donc c'était un petit plus qui était bienvenu, mais c'était pas du tout encore envisageable de plus. Et à un moment, la bascule a eu lieu où je me suis rendu compte j'ai eu de plus en plus de travail de pigiste à faire.
jusqu'au jour où je me mettais un petit peu en difficulté avec mon vrai employeur, puisque du coup, je commençais à mordre de plus en plus sur mon temps de travail pour faire autre chose. À un moment, par loyauté envers mon employeur, je me suis dit, bon là, tant que c'était 1 ou 2 heures par jour sur le temps de travail, ça passait. Si tu passes 3 jours d'affilée à C'est mieux ça. travailler comme journaliste, c'est peut-être plus très réglo. Faut le faire maintenant, quoi. Et du coup, même si ça passait un peu inaperçu, bon, je me suis dit, là, faut arrêter. Et du coup, et là, je voyais que je gagnais suffisamment pour... Alors, ça me faisait un petit peu baisser mon niveau de vie, forcément, puisque j'étais arrivé à un stade où je cumulais pratiquement Bah, bien sûr, deux salaires. de métiers, entre guillemets, de revenus. Donc, à un moment, finalement, ça impliquait de rebaisser un petit peu, mais c'était aussi pour mon bien-être à moi. À un c'était fait moment, par passion, et oui, oui. voilà, moi, j'étais super content de pouvoir vivre 100% de la course automobile, un rêve auquel je ne croyais plus, donc c'était pour moi super. Donc ça c'est une transition qui s'est faite en 2009, je pense, où là, du coup, je suis devenu salarié du magazine Le Mans Racing pour lequel je travaillais. Donc j'étais un peu le rédacteur en chef adjoint, on peut dire, j'avais un petit peu un rôle comme ça. Et ça a duré 4 ans. 4 ans. 5 ans. 5 ans même. Ouais. 5 ans comme ça. On avait un magazine qui reste un magazine de niche parce que c'était un magazine de course automobile. Donc Le Mans Racing, comme son l'indique, qui était centré sur les 24 heures du Mans et les courses d'endurance en général. Donc c'était un mensuel. Ça se vendait bien Ça se vendait. Alors évidemment, les chiffres avaient été en baisse, mais comme tout le monde un peu dans la presse, c'était un magazine qui était né au tout début des années 2000, qui avait eu un petit pic et puis qui redescendait. Mais c'est un public fidèle parce que l'endurance, c'est vraiment des aficionados, c'est des gens... il y en a beaucoup qui veulent même pas entendre parler de la F1, c'est que le Mans, que le Mans, que le D'accord. Mans, ils adorent ça. Donc du coup, on avait quand même une source d'abonnement qui restait très fidèle. Donc, des lecteurs très donc, fidèles, passionnés, ouais, vraiment que par l'endurance. ouais, exactement. Donc J'entends, ça allait pas mal. Et on équilibrait les comptes. On gagnait pas le magazine. Personne ne serait devenu millionnaire avec, mais les comptes s'équilibraient. Et malgré ça, l'éditeur à un moment a décidé d'arrêter parce qu'il considérait que ça lui apportait rien et que lui, il voulait gagner de l'argent et que si ça apportait pas, c'est que c'était pas bon. Donc du coup, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et ouais, là, je regrette un petit peu. Moi, j'aurais peut-être qu'il y avait quelque chose à faire. Ouais. J'ai même pas envisagé l'idée de reprendre pouvoir continuer, ou ni même d'en discuter avec l'éditeur. Ça n'avait même pas venu l'idée à l'époque. Donc ça a été fini comme ça. Et voilà. Et du coup, je me souviens même plus de la question. Et bah justement, j'allais revenir un peu dessus parce que finalement, tu as repris un peu aussi ce côté loisir de l'écriture parce que tu as lancé aussi un magazine Champion en 2015. Oui. Donc là, spécialisé plus F1, je suppose. Oui. Du coup, explique-nous un peu exactement. aussi. Donc ça, tu étais salarié donc, chez Peter Auto. Hein, si on recontinue un peu le fil, tu as été salarié chez Peter Auto. Exactement, et ça s'est fait très vite. En fait, au moment où le magazine a arrêté, une offre d'emploi d'attaché de presse, donc c'était un métier un peu différent, mais en même temps, donc Peter Auto, la société dans laquelle on est aujourd'hui, était l'organisateur qui m'accréditait sur les courses, donc je connaissais bien ce qu'il faisait, donc j'avais quand même, je me suis dit, tiens, t'es peut-être crédible pour postuler, t'as pas fait d'études en communication, mais après tout, tu connais bien les événements, tu peux le prouver puisque tu es dans leur fichier d'accrédité depuis longtemps. Donc j'ai tenté le coup comme ça, et puis écoute, ils ont eu la gentillesse de me recevoir en entretien, et ça s'est passé comme ça. Donc du coup, j'ai changé encore un peu de métier en passant de journaliste à attaché de presse. Et du coup, mais j'avais toujours cette envie, le métier d'attaché de presse, je l'adore, mais j'avais quand même cette envie encore d'écrire un peu. Donc oui, comme tu disais, j'ai eu l'envie de créer un magazine. Parce que j'avais une idée assez précise en tête de ce que j'aurais de ce que j'avais envie tu voulais de lire, l'idéal du magazine. Ouais, en fait, j'aimais bien les formules type SoFoot, les magazines un peu qu'on rafraîchit un peu le style des magazines de sport. Donc j'avais envie de faire un peu la même chose sur le sport auto. Sur le sport auto, justement. Ouais, exactement. Et après, mon constat, sans entrer trop dans les détails, mais c'est que les magazines d'automobile, donc il y a des magazines d'actualité, mais les magazines qui traitent un peu du rétro,
ils sont souvent concentrés sur une période, un peu un âge d'or de l'automobile qui est années 60-70. Et pour les gens de ma génération à moi, qui avaient été passionnés par les duels Prost-Senna ou Schumacher, je me disais, tiens, c'est du passé encore récent, mais il n'y a pas de magazine qui parle, de ça, traite finalement, de cette époque-là de ces de duels. façon régulière. Ils le font un peu de façon ponctuelle, mais ils sont assez peu concentrés sur cette époque-là. Donc mon idée, c'était de faire un magazine qui se concentre un peu sur les années 80, 90. Les années historiques, les plus belles années finalement peut-être de la F1. Bah, en fait, qui sont pour ma génération, Voilà. je pense, les plus belles années, quoi. Après, chaque personne, en fonction de son âge, a une période de prédilection. Oui, bien sûr. forcément. Et justement, avec ce magazine, tu m'avais raconté, tu as rencontré des personnalités, finalement, des pilotes de F1, notamment une interview, Jean Alesi, c'est bien ça? Ouais, où c'est ça. tu étais son plus grand fan, finalement, et Ouais. tu t'es retrouvé avec lui. Ouais, ça c'était un moment assez particulier de ma vie, parce que du coup, donc, quand j'étais petit, Jean Alesi, c'était vraiment mon idole. Comme tout le monde, on a, je pense, tous été fans, que ce soit d'un chanteur ou on a tous été un peu fans dans son enfance. Et bon, moi, mon idole, c'était Alesi. Des fois, on sait pas trop pourquoi on choisit telle ou telle idole, mais une fois qu'on s'attache à la personne, après, c'est parti. On se détache. Donc, à chaque Grand Prix que je regardais, j'avais Dieu que pour lui, quoi. Même s'il était 15e sur la grille de départ, je regardais même pas les premiers. Mes yeux étaient rivés sur sa voiture à lui, et tout était comme ça. Donc, du coup. Et sa carrière correspond vraiment à ma jeunesse, quoi. Ça va des années de 1990 à 2002, donc c'est vraiment la période de mon enfance. Et donc je connaissais, et c'est une période dans laquelle on est quand même des éponges quand on est ado. Donc Ouais. j'enregistre dans ma tête, j'ai encore tout, je mémorise forcément. J'ai forcément bien mémorisé Ouais. cette époque-là, donc je connais sa carrière vraiment par cœur, et c'est des choses qui restent dans la tête. Donc c'était assez marrant d'être en interview avec lui, parce qu'il était forcément un peu bluffé, parce que il a disputé plus de 200 Grands Prix, et honnêtement, je crois que je suis capable de pratiquement dire ce qu'il a fait dans chacun des Grands Prix. Ah oui. Donc même lui, du coup, c'est génial d'être dans cette situation-là, parce que on a beau préparer une interview à fond, on n'est jamais paré à 100% à pouvoir rebondir à ce que va dire l'interlocuteur. Et là, pour une fois, c'était le cas. Il pouvait dire ce qu'il voulait. J'avais forcément... T'avais tellement engrangé de connaissances que tu pouvais... pour rebondir. Et du coup, j'ai pu, quand on est dans cette situation-là, j'ai pu débloquer les trucs en lui qui étaient enfouis, dont il ne se souvenait pas, et que moi, je lui rafraîchissais. D'un coup, tout lui revient forcément dans sa tête. Donc ça donne ça, c'est des moments assez magiques quand on interviewe quelqu'un et qu'on sent qu'on arrive à débloquer plein de choses comme ça. C'est chouette. Donc oui, pour moi, c'était vraiment une expérience à part. Après, ça n'a pas eu l'effet. L'enfant que j'étais aurait été comme un fou parce que je me suis retrouvé chez lui dans sa maison. Il me montrait ses Ferrari, ses trucs. L'enfant que j'étais aurait été dingue. Il n'en aurait pas dormi pendant 8 mois avant. Bien sûr. Là, moi, le côté fanatique m'a vraiment quitté. Donc je l'ai abordé... plus en tant que triste, mais voilà, comme une autre interview, j'avais pas de surexcitation particulière au fait que ce soit. Mais ça faisait quand même quelque chose. Mais en revanche, je sais qu'elle passait, je trimballe derrière moi à son sujet, donc ça c'était quand même la même. Et justement pour des jeunes qui voudraient avoir des rencontres comme ça, qui voudraient lancer leurs propres médias, est-ce que tu as des conseils à leur donner? Est-ce que Ouais, quand le travail est fait sérieusement, ça peut aller assez vite en fait, parce que quand on va avoir un média qui est encore jeune, quand on va demander à être accrédité quelque part ou à obtenir une interview, la personne à qui on s'adresse, qui va être souvent un attaché de presse, il peut te demander des chiffres de fréquentation, des choses comme ça qui vont être bloquantes pour un jeune média. Mais s'il est intelligent, il peut aussi juste aller voir ce que tu fais, regarder comment c'est fait, lire si c'est bien écrit, et si ça lui plaît, il peut juger une accréditation il peut juger utile de te donner la chance, en se disant que même pour lui c'est un pari sur l'avenir, que peut-être que ça peut être bien d'être le premier à répondre à ce média-là. Et donc si on bosse bien, en fait ça peut aller très vite. Donc là, je pense que la seule idée, c'est de faire le travail le plus sérieusement possible, et après oui, essayer sans trop tarder, d'essayer de tout de suite avoir des interviews. Peut-être opportuniste. Forcément, on ne va pas miser Fernando Alonso dès les premiers mois de son média, mais il y a des pilotes qui sont un petit peu moins connus, mais connus quand même, qui peuvent être très très accessibles très rapidement. Donc, et pour des premières interviews, c'est finalement ce qu'on cherche. Je pense que c'est top de tout de suite aller voir des athlètes de haut niveau, de s'entretenir avec eux.
et d'essayer d'être tout de suite dans l'optique de se dire tiens, on va essayer de sortir de cette interview quelque chose qu'aucun journaliste n'a eu avant moi, même si c'est pas la plus grande star au monde, mais d'essayer de faire sortir de l'athlète quelque chose qu'il a jamais dit à personne. Ou... Tout de suite, ça peut être un challenge, auquel on peut arriver, même si on n'est pas un média connu. Si on arrive à créer la confiance avec la personne, ça peut marcher. Ça peut matcher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les médias, c'est souvent en ligne, ça se développe de plus en plus. Et justement, la presse écrite, tu en as eu l'occasion, tu as créé un magazine. Est-ce que pour toi, elle a un avenir, cette presse écrite aujourd'hui, avec le web qui se développe énormément? Oui, je pense, j'espère. Alors, c'est forcément difficile de répondre parce que je pense que personne n'a une réponse définitive là-dessus. A priori, les chiffres tendent un petit peu à se stabiliser quand même maintenant. Le modèle, ce qui a longtemps été bloquant sur l'écrit, je parle de... Si on parle presse écrite, presse papier... presse papier, exactement, oui. Ouais, je sais pas, c'est difficile de le savoir. En juger. Là-dessus, j'en sais rien. Après, si on parle presse écrite, vraiment le côté avoir des articles longs, qui ne soient pas que des posts, ça, je pense que ça a réellement de l'avenir parce que ce qui a longtemps été bloquant sur Internet, c'est que les gens ne voulaient pas payer pour accéder à un article. Longtemps, Internet, c'était synonyme de gratuité et personne n'acceptait l'idée de mettre 1 euro pour être abonné à un mois à un magazine. Donc, et aujourd'hui, ça, je pense que ça tend vraiment un petit peu à disparaître. C'est devenu de plus en plus facile quand même de s'abonner en un clic. Bien sûr. Tout la presse est devenu digitale, plus facile. finalement, on n'a pas besoin de sortir la carte, de faire plein de codes. Ça va plus vite. Donc je pense que ça tend quand même à encourager à s'abonner, à payer. Souvent, c'est quand même pas très cher. Moi, je sais pas, j'ai un abonnement à l'équipe, c'est 9 euros par mois. C'est pas... Oui. Et finalement, ça permet de faire vivre toute une très rédaction. Très cher exactement. Et je pense que si on veut une info de qualité, il faut quand même accepter de la payer. Donc ça, ce format-là, oui, je pense qu'il a de l'avenir, forcément. La presse papier, j'espère, parce que j'aime quand même bien avoir... Feuilleter un vrai magazine. J'aime quand même bien avoir un magazine. On en a déjà parlé ensemble. Ça a une odeur quand on ouvre un magazine. Il y a un choix pour avoir eu un magazine, je sais, on fait attention à tout quand on a un magazine, même le choix du papier, tout ça, c'est des choses auxquelles on prête attention, donc qui font partie de l'identité du magazine. Donc ça, j'espère que ça pas forcément quand on est derrière notre tablette en digital ou quand on lit un article. C'est ça, donc j'espère. Puis ça se garde, ça s'archive. Le digital, on ne sait jamais trop si on arrivera aussi bien à tout retrouver aussi facilement que du papier. Papier. Mais, donc j'espère, mais ça rien. Et du coup, sur un point de vue personnel, t'as jamais voulu tenter un peu la radio, la télévision? T'as toujours voulu rester dans la presse écrite? Si, j'aurais adoré. Alors, télé, j'ai fait un petit peu de commentaires, alors sans passer à l'écran, mais en commentaire. C'est-à-dire j'ai commenté les 24 heures du Mans sur Eurosport. Donc ça, c'était, sacrée expérience. Ouais. Ça, c'était vraiment super déjà de voir comment les gens travaillent dans la télé. Bien sûr, c'est un univers un peu différent. C'était en direct du coup, c'était vraiment... Ouais, c'était en direct. Alors, ils m'affilaient les créneaux de nuit. C'était de minuit à 6h du matin. C'est parti se reposer. Là où on fait des gros chiffres d'audience. mais bon, moi je prends quand même. C'était bien sûr. Une super expérience. Donc j'ai eu 2-3 petites choses comme ça. En radio, j'ai eu des possibilités aussi que j'ai pas prises parce que c'est du travail aussi en plus. Et c'était à une époque où j'étais déjà pas mal... où j'ai déjà plein de choses, mais en tout cas, oui, j'aimerais bien, c'est pas quelque chose que je vous dis complètement, si un jour j'ai une opportunité de faire, j'aimerais bien, je trouve ça... Moi, tous les aspects du journalisme me plaisent, donc oui, je serais tu signerais... Pour l'instant, j'ai pas eu énormément d'opportunités. Bien sûr. En tout cas, pas d'être face caméra en télé, ça m'est jamais arrivé. Non. D'accord. Et justement, aujourd'hui, tu es, on le répète, community manager chez Peter Otto. Et là, est-ce que tu vois vraiment une différence entre le fait de communiquer et le fait d'informer les gens? Entre le journalisme et la communication, finalement? Ouais, alors forcément, il y a une différence parce que là, on travaille au service d'une société. Donc, il est évident que ce qu'on écrit, ça doit être quand même dans l'intérêt de la société pour laquelle on travaille. Donc, forcément orienté, il n'y a pas un travail de journalisme à faire justement où on va essayer de faire thèse, antithèse, une petite enquête, voilà, c'est ça. De faire une enquête. Là, forcément, il n'y a pas ce côté-là. Après,
il ne s'agit pas de mentir, c'est pas de la propagande non plus, mais disons que s'il y a des informations dérangeantes, on va se contenter de pas les dire, quoi. C'est évident. Maintenant, je pense que ça tend de plus en plus à changer quand même parce que la communication à l'ancienne, elle tend à disparaître. Quand on crée du contenu sur Internet, quand on essaie d'écrire des articles, si c'est pompeux, toujours aller dans le sens, oui, comme je disais, un peu propagande pour sa boutique. Pour cliquer et pour Personne n'a pour envie de dire acheter. ça au final. Donc la tendance, qui est comme dans le marketing digital, l'inbound marketing, c'est quand même de créer du contenu et du contenu intéressant. Nous, on essaye, dans le niveau de ce qu'on essaie de faire, tu l'as vu, on Ouais, essaie d'écrire fait. quand même des vrais articles. Mhm. Nous, on organise des courses, donc on essaie, par exemple, d'écrire des articles sur des voitures qui viennent courir chez nous. Donc pour le coup, c'est un travail de journaliste, hein. On Bien se sûr. renseigne Et puis sur c'est la des courses voiture, historiques, tu donc l'as c'est fait un d'autant peu plus chez nous, important. donc Ouais. on se renseigne sur la voiture, sur l'histoire de la voiture, pourquoi elle est comme ça, Mhm. pourquoi elle a été dessinée comme ça. Donc on écrit un petit historique de la voiture. Là, c'est un vrai travail d'historien journalisme. Donc quand on fait ça, il y a très peu de différence. Je vois pas trop ce qu'on ferait différemment si on devait le faire pour un magazine. Bien sûr. Donc, et ça tend de plus en plus à être le cas maintenant. Les marques ont compris que on ne pouvait pas que communiquer sur sa propre activité et que toujours se valoriser. Il faut aussi faire des articles un peu de fond, essayer de parler un peu de son univers et de l'écosystème des gens qui gravitent autour de nous. Nous, tu l'as vu, on essaie d'aller un Ouais. peu voir les garages qui préparent des voitures pour nos événements. Mhm. Donc quand on fait ça, il y a peu de différence Ouais, avec le journalisme, Donc, finalement. donc je pense que de plus en plus, un journaliste peut quand même s'éclater dans une boîte pour le peu que le produit lui plaise. Mhm. Je pense qu'il y a moyen de s'éclater. Après, le travail, oui, forcément, Peut-être moins de enquête, terrain, moins on de... fera jamais d'articles quand on travaille Sur une actualité chaude, quand finalement, on ou travaille sur... dans le sport, oui, Ouais. si on parle de sport, on peut faire. Si tu es journaliste, tu vas faire un article sur le dopage, tu vas chercher Exactement, ouais. qui se dope, comment il se dope. Mm. Si tu es l'organisateur d'une course de vélo, tu vas pas faire ces articles-là. C'est sûr. Oui, ça dépend de l'angle, en fait, choisi. Mais à part ça, c'est tu vas évident. pouvoir quand même faire plein d'articles intéressants. C'est pas... Et justement, aujourd'hui, il y a des élèves qui vont sortir d'école de communication plutôt que de journalistes, je prends mon cas. Est-ce que tu penses que ces élèves-là, ou même tout autre élève qui viennent de fac ou d'autres écoles privées, peuvent devenir journalistes comme toi tu l'as été finalement? Oui, bah du coup, là, je peux pas dire le contraire, Le sachant contraire, que, ouais. C'est clair. sachant que c'est mon cas. Oui, ce que je trouve bien Ça dans peut tous aider les... quand même des études de Bah, journalisme. oui, forcément. Je pense que les études de journaliste apportent forcément des choses. Je t'en ai déjà parlé. Moi, j'ai pu me rendre compte de certaines faiblesses Ouais. que j'ai dans certains Mhm. domaines, des réflexes que j'ai pas forcément. J'ai pu me faire un peu, des fois, peut-être berner par la personne que j'avais en face de moi, le croire sur parole et peut-être pas toujours assez recouper les informations. Ça, j'ai pu me rendre compte des fois, une fois que après que l'article a été Mhm. publié, où je me suis dit, mais là, en fait, le mec, il t'a dit ça. Sur sa voiture, il l'a valorisé en disant ça, ou sur sa carrière, mais est-ce que tu as bien vérifié tout ce qu'il t'a dit? Ça, là-dessus, oui, je pense que quand on est dans une école de journalisme, on apprend des méthodes pour faire ça, on acquiert des réflexes là-dessus. Ça, c'est un exemple, mais je pense Mhm. qu'il y a plein d'autres domaines dans lesquels Bien sûr, oui, oui. j'ai pu m'en rendre compte aussi un petit peu, le peu de... J'ai pas fait de télé, mais on essaye... On l'a fait ensemble, on Ouais. essaye d'animer un peu les réseaux sociaux en Oui, faisant des des formats apparitions vidéo, comme à exactement. l'écran, des formats vidéo. C'est pareil, je pense que quand on fait une école de journalisme, on apprend à poser sa voix, à se placer par rapport à la caméra. Là, moi, c'est des choses que j'apprends avec mes erreurs, c'est-à-dire on publie, et puis une fois que c'est en ligne, on se dit Mince, ouais. peut-être que j'aurais pu me Le orienter regard dû être à différemment, gauche plutôt qu'à droite. ou Ou... peut-être que j'aurais pu... voilà, il y a plein de petites choses comme Mm. ça qu'on apprend à l'école, et quand on ne l'a pas appris, bah, on apprend sur le terrain, mais malheureusement, Exactement. ça passe par des erreurs, quoi, qu'on fait du coup Sur le terrain terrain, ouais. et sur le sujet. Tes projets à venir, on va clore là-dessus. Tes projets à venir, est-ce que tu comptes nous relancer un magazine un magazine de F1, peut-être actuel maintenant, parce qu'on a vu que cette année c'était quand même assez exceptionnel, une année assez exceptionnelle aussi en F1.
Ouais, alors c'est pas impossible. Là, j'ai pas de projet. Moi, je suis encore très bien dans ce que je fais chez Petoroto. Le travail me plaît. Et puis, on est dans un domaine de communication qui évolue tout le temps. Tout le temps, Alors, ouais. c'est intéressant dans le sens où on apprend toujours des nouvelles choses. C'est en mouvement. Donc, on l'a fait ensemble. On essaie de regarder dans quoi on pourrait Se investir, lancer, acheter un bien peu de sûr. Ouais. matériel, essayer des nouvelles choses à chaque fois. L'avantage, peut-être par rapport à un média, c'est que je sais que les médias, la situation est quand même compliquée, ont du mal à investir. Une société, des fois, on a plus de moyens Mhm. peut-être d'avoir du matériel, des choses comme ça. Donc c'est aussi un côté agréable. Maintenant, me connaissant, je pense qu'à un moment, cette course-là risque de me fatiguer aussi. Je pense Mhm. qu'à un moment, j'aurai quand même la course au modernisme à changer tout le temps. Je suis persuadé qu'à un moment, je vais avoir envie de revenir aux sources, de me poser tout seul devant un ordinateur et d'écrire au calme Ouais, aussi. Je pense que cette frénésie bien sûr. que Tu l'as encore j'adore, en toi, tu la que sens je l'ai encore en encore en moi, toi oui, et je pense qu'à un moment, elle va s'essouffler aussi. Donc oui, pour l'instant, j'ai pas de projet précis, mais j'en aurai, c'est sûr, d'autres d'écriture et des choses plus posées, Mhm. ça reviendra, j'en suis sûr. Eh bien, n'hésite pas à nous les communiquer parce qu'on lira avec grand plaisir. Merci beaucoup, Julie Et Ergo. toi, on peut t'interviewer maintenant? Ouais, vas-y, carrément, allez, c'est parti. On fait une double interview, du coup, à toi de poser les questions. Merci pour tout, Julien. Ouais. Salut.